C'est la République démocratique du Congo où sévissent, vous le savez, plusieurs groupes rebelles, dont le M23. Eh bien, cette rébellion a été chassée de ses dernières positions par l'armée congolaise avec l'appui de la MONUSCO, la force des Nations Unies. Pour autant, la paix va-t-elle revenir dans la région, une région marquée par des décennies de guerre? Eh bien, nous poserons la question à nos invités. Mais avant cela, on va tout de suite retrouver le correspondant de France 24 à Goma, capitale de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors on me dit que nous n'avons pas pour l'instant Mehdi Medeb, on va peut-être le retrouver dans un instant. On n'a pas donc Mehdi Medeb pour l'instant. Lambert Mende, on l'a dit dans la première partie de ce débat, le Rwanda est accusé de soutenir ce mouvement du M23. Qui vous dit aujourd'hui que Kigali pourrait lâcher ce mouvement? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté aujourd'hui de Kigali de lâcher le M23? Une volonté, je ne sais pas. Dire que le Rwanda soutient, c'est bien faible. Le Rwanda a créé le M23, comme il a créé le CNDP, nous le savons, et nous avons apprécié la pression qui a été mise sur le Rwanda par tous nos partenaires, qu'ils soient de l'Union africaine, des Nations Unies, l'Europe notamment. Les Américains aussi, parce que les Américains particulièrement. Ont aussi, voilà, il y a eu des sanctions et même contre le Rwanda. Voilà. Même la Grande-Bretagne. Et donc cela a pu réduire, nous ne dirons pas que ça fait disparaître ce soutien, mais il y a eu effectivement une réduction du volume du soutien que le Rwanda a apporté au M23. Les preuves sont énormes. Nous avons trouvé des centaines de tonnes d'armements à Tchanzu, Mbuzi, qui ne peuvent être arrivées là-bas qu'à partir du Rwanda. Des armes dont ni la MONUSCO, ni les FARDC ne disposent. Mais Lambert Mende, qui vous dit que le Rwanda, finalement, ne va pas réarmer à nouveau cette rébellion? Est-ce que vous avez eu des assurances de la part du président rwandais Paul Kagame? Vous savez, le destin de notre pays ne peut pas dépendre de la volonté du président Kagame. Nous nous sommes préparés pour faire monter en puissance notre armée parce que nous savions que nous avions un environnement problématique. Nous n'avons aucune envie d'aller en guerre contre un pays, mais nous disons qu'au fur et à mesure que nous nous préparons, nous devons arriver à un moment où chacun qui essaiera de se frotter aux intérêts de notre pays puisse s'y piquer. Mais est-ce que vous en avez véritablement les moyens? On sait que les distances par exemple entre Kinshasa et Goma sont immenses. On rappelle quand même que la RDC c'est 5 fois la France, que les distances sont immenses, qu'il manque de moyens de communication, il manque des routes. Est-ce qu'aujourd'hui, si la MONUSCO n'était pas sur place, est-ce que vous avez les moyens de contrôler justement l'Est de la RDC? Parce qu'on parle du M23, mais il y a aussi les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda aussi qui sévissent dans cette région. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée congolaise a les moyens? Vous savez, le président nous a conseillé de ne pas nous laisser griser par la victoire, mais il y a eu une victoire, malgré toutes ces distances. Il y a eu une victoire sur les forces du M23 coalisées au groupe rwandais, et je ne vous dis pas le nombre de soldats rwandais trouvés morts sur le front. Et nous essayons maintenant de reconnaître la qualité de l'apport des Nations Unies. J'apprécie la modestie de M. Thorez, mais il faut dire qu'ils ont fait beaucoup, ne fût-ce qu'en termes de dissuasion. Mais cette guerre a été la guerre des FARDC. Les FARDC ont été modernisés. C'est l'armée congolaise, on dit pour nos téléspectateurs. Voilà, on a changé de commandement, on a mis de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de travailler et nous avons des résultats qui sont confortés par la présence de cette brigade internationale. Tout cela fait nombre, même vis-à-vis du président Kagame, qui ne lâchera pas prise de gaieté de cœur. Ce que vous dites, c'est que le président Kagame aujourd'hui peut avoir peur de l'armée congolaise. Il peut avoir peur de la communauté internationale jointe à l'armée congolaise. Ce n'est pas rien. Ces poulets ont perdu la guerre. Ce n'est pas par sa volonté que ces gens ont dû reculer. On retrouve le correspondant de France 24 à Goma, Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi Medeb. Goma où la population, on le disait dans la première partie de notre débat, a beaucoup souffert ces dernières années. Enrôlement d'enfants soldats, viols, exactions, pillages. J'imagine que la population aujourd'hui est soulagée et le mot est bien faible de voir partir ces rebelles de cette région. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un vrai sentiment de libération, que ce soit au sein de la population d'une manière générale, mais aussi au sein de l'armée. Goma a quand même reçu des bombes, des habitants ont été tués et blessés. Ça a été un choc doublé d'un traumatisme, il faut le rappeler.
Et puis il y a eu le réveil de l'armée congolaise, comme le signifiait il y a quelques instants Lambert Mende. Réveil il y a 4 mois, des FARDC mieux pilotés avec un commandement revu, notamment le général Baouma qui a fait la différence d'après de nombreuses sources. Ajouter à cela une brigade d'intervention qui est véritablement entrée en action dans cette offensive ces derniers jours. Les hélicoptères de la MONUSCO ont détruit des positions du M23. Résultat, donc, il y a cette victoire congolaise qui est complètement inédite et un espoir d'un changement, ça, c'est certain. Reste qu'il y a des craintes. Très peu de petits Congolais sont rentrés chez eux dans les zones qui étaient tenues par le M23 il y a quelques jours encore. Il y a des craintes de représailles contre les populations rwandophones et de possibles complices du M23. Donc, il y a un véritable effort de réconciliation à faire. Une réconciliation qui passe aussi avec les voisins. Il y a une nécessité encore plus grande aujourd'hui pour Kinshasa de tendre encore plus la main à son meilleur ennemi, le Rwanda. En tout cas, Goma et les zones libérées ont la tête pour le moment à faire la fête. Une marche de la population est prévue demain avant, normalement, un grand défilé militaire qui est prévu samedi. Trésor Kibangula, la paix en République démocratique du Congo passera, si on l'a bien compris, par une paix régionale aujourd'hui. Effectivement, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore, malgré la défaite du M23, il y a la méfiance entre les deux pays, entre les Rwanda d'un côté et la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, la région a une opportunité de paix. Donc c'est à la République démocratique du Congo déjà de saisir cette opportunité pour s'attaquer au FDLR, parce que c'est la fameuse ou le fameux prétexte qu'utilise toujours le Rwanda pour apporter indirectement ou directement. Mais donc finalement, si je vous entends bien, le Rwanda, c'est-à-dire Kigali et Kinshasa, pourraient peut-être, là en l'occurrence, coopérer pour lutter contre le FDLR. C'est déjà fait. En 2009, l'armée rwandaise était invitée par le gouvernement congolais pour traquer les FDLR. Mais après, la mise en œuvre des accords qui ont suivi, l'accord du 23 mars notamment, n'ont pas été bien appliqués et ça a créé les M23. Donc il faudrait aujourd'hui que les deux pays travaillent ensemble pour mettre une fois pour toutes fin à ces cycles de violence, parce que ça date de 2 décennies. Laurent Mende, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Nous Trésor Kibangula? pourrions travailler ensemble, mais pas comme en 2009. Parce que nous avons vu de quelle manière nos voisins ont détourné cette collaboration contre nous. On peut échanger des renseignements. Le président de la République a été très clair dans son message à la nation après la victoire. Il a dit maintenant, dans le collimateur des FARDC, se trouvent les FDLR. Nous avons éliminé le plus gros danger qui était le M23, parce que le M23 avait des ramifications à l'étranger. Maintenant, nous nous occupons des FDLR. Et il a lancé un ultimatum aux FDLR en disant: vous devez maintenant vous démobiliser volontairement, vous désarmer volontairement, vous rapatrier ou alors trouver un autre pays d'accueil que la RDC, ou alors vous allez avoir à faire face à un désarmement aussi vigoureux que celui qui vient de viser le M23. Je pense que c'est un signal vis-à-vis du Rwanda. Est-ce que le Rwanda est intéressé à la paix? Je pense qu'il comprendra l'importance de ce signal, qu'il comprendra le sacrifice que les Congolais font. Parce que si les FDLR sont passés de 15 000 il y a 10 ans à moins de 2 500 aujourd'hui, ce n'est pas à cause du Rwanda. Ce sont les FARDC qui leur sont rentrés dedans. Et si les Rwandais ne nous avaient pas mis le M23 sur les pieds, on ne parlerait plus des FDLR. Donc nous allons remettre... Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces FDLR? Les FDLR doivent rentrer chez eux. Ils n'ont pas vocation à rester en RDC. Mais chez eux au Rwanda. Au Rwanda, c'est exactement cela. Et donc le président Kagame doit faire un effort de recevoir ses concitoyens, juger ceux qui ont des problèmes avec la justice, comme nous entendons le faire, et réinsérer ceux qui n'ont pas de problème. C'est tout ce qu'on lui demande. Le président Kikwete le lui a demandé. En Afrique du Sud, dernièrement, au sommet SADC-CIRGL, on le lui a demandé. Il faut qu'il fasse un geste. Oui, mais Lambert Mende, est-ce que vous pensez vraiment que les FDLR vont vouloir rentrer au Rwanda alors qu'il sait qu'à peine passé la frontière, ils vont être arrêtés et jugés? Écoutez, ils sont en train... Est-ce que le président Kagame est prêt à une amnistie pour ces hommes? Nous n'avons pas à nous préoccuper de cela. Ils sont en RDC, ils tuent des Congolais, ils ne sont plus même une menace pour le Rwanda, ils tuent des Congolais. Notre devoir est de protéger notre population.
On leur laisse d'ailleurs une autre option, celle de trouver un autre pays d'accueil que la RDC. Je pense que mieux que cela, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Red Torres est toujours avec nous, chef du bureau politique de la MONUSCO à Goma, capitale de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlions à l'instant des FDLR qui sont maintenant dans le viseur du gouvernement congolais. Est-ce que la MONUSCO va aider l'armée congolaise dans sa lutte contre les FDLR et va utiliser à nouveau cette fameuse brigade d'intervention rapide contre cette rébellion? Sans aucun doute. Notre mandat est très clair, protéger les civils. Et en l'occurrence, le FDLR est un autre groupe armé qui commet des exactions très nombreuses dans différentes zones du Nord Kivu. Mais je tiens aussi à dire que l'autre partie du mandat nous demande expressément de neutraliser les groupes armés. Donc c'est deux points ou deux critères d'entrée en action pour la MONUSCO qui sont importants. Ce sera au gouvernement de la République de nous dire quelles seront ses priorités. Mais c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que la MONUSCO a fait une liste des priorités? Non. On se met sur la ligne des priorités qui seront définies par le gouvernement. Mais si je devais avancer quelques noms de groupes armés, et vous savez qu'il y a environ 42 groupes rebelles, 42 groupes armés au Nord Kivu uniquement, une seule province. Je dirais le FDLR parce qu'ils exploitent la haine ethnique d'une façon qui, à mon avis, s'ils ne sont pas arrêtés, va continuer de gréver les possibilités de paix durable au Kivu. Mais je signalerai aussi d'autres groupes comme celui de MDC Tcheka, qui même s'ils sont beaucoup moins importants, même si le commandement de ce groupe n'est pas grand-chose d'autre que des criminels, qui n'ont pas vraiment d'idéologie à défendre, qui n'ont pas vraiment d'assises dans la population, ils font preuve d'une cruauté inimaginable, une cruauté absolument intolérable. Et il y en a d'autres comme ça. Donc c'est vrai que la victoire du M23 est quelque chose d'extrêmement important dans le fait qu'elle lance un signal très fort à tous les autres groupes armés, mais c'est uniquement le premier pas. Il faudrait arriver à avoir des victoires, pas seulement militaires, mais aussi des accords, des discussions avec ces groupes, afin qu'ils déposent leurs armes sans combattre et qu'ils acceptent, comme le disait tout à l'heure M. Lambert-Mende, acceptent d'avoir un discours politique, de rentrer dans le droit, dans la loi, d'utiliser des moyens légitimes pour leurs revendications, mais plus la Kalachnikov. Ouais, la victoire, évidemment, on l'a compris, de l'armée congolaise sur le M23. Une question encore pour vous, très rapidement, Red Torres, question d'un internaute de Mania Riche. Comment les Nations Unies vont-elles garantir leur neutralité? Nous pose cette question, comme question cet internaute, maintenant que la MONUSCO est partie prenante du conflit. C'est une question intéressante parce que la neutralité, comme entendu par l'internaute, voudrait dire que nous devrions être neutres dans un combat qui oppose d'un côté un gouvernement légitime et d'un autre côté des groupes rebelles dont la plupart sont des criminels. Pour l'ONU, il n'y a aucun doute que nous ne pouvons pas rester neutres dans ces conditions-là. La neutralité n'est pas à confondre avec le respect du droit international public, du droit humanitaire. C'est très très important. Donc oui, nous avons pris part au conflit, nous faisons part. Nous n'avons pas perdu notre neutralité, mais nous ne pouvons pas accepter de rester indifférents dans une situation comme celle-ci. Florent Angèle, cette réaction aussi d'un internaute d'Alassani Salim. À venir, plusieurs bandes armées, on en a entendu les noms, Red Torres les a cités. Il parle de 42 bandes armées dans l'Est de la République démocratique du Congo. La paix en RDC, ce n'est pas pour demain. C'est votre sentiment également ? Disons que la victoire des FARDC à l'Est est importante parce que ça permet de rééquilibrer un peu les choses. Mais évidemment, malheureusement, la RDC n'en a pas fini avec les conflits, les micro-conflits, les déstabilisations, etc., etc. Je crois que la vraie question que pose en fait cette victoire militaire, c'est bien la suite politique. Et ça, aussi bien au Rwanda, en Ouganda qu'en RDC.
un des problèmes du M23 et de l'instabilité à l'Est, c'est l'ouverture du jeu politique au sein même du pouvoir congolais, et la même question de l'ouverture du jeu politique au Rwanda. C'est-à-dire que quand on n'a pas de possibilité d'ouverture et de perspective politique, souvent les gens prennent les armes. Et d'autant plus s'il y a des richesses, d'autant plus s'il y a des soutiens extérieurs, etc., etc., etc. Donc la vraie question que pose cette situation aujourd'hui entre fin de la guerre et début de la paix, c'est est-ce que les régimes de la région sont capables d'organiser l'ouverture du jeu politique à un jeu démocratique. On parlait évidemment de régime légitime pour le gouvernement congolais. C'est malheureusement une question qui a été très entachée pendant la dernière élection présidentielle, qui a beaucoup été contestée, par nous y compris. Et la question aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant, c'est-à-dire comment organiser des élections en Afrique centrale qui soient des élections incontestables et incontestées pour organiser la paix, le développement et la fin du terreau des groupes armés, pour organiser la transparence financière, pour asseoir des armées légitimes, etc. C'est organiser la paix qu'on doit faire aujourd'hui. En même temps, on peut se réjouir que les 4 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année par la communauté internationale au sein de la MONUSCO aient trouvé enfin, malheureusement, un peu Oui, enfin, parce que ça fait des années quand même que la MONUSCO est sur place. On rappelle qu'il y a 20 000 hommes, que c'est quand même la force des Nations Unies la plus importante au monde. Une relative efficacité, au moins militaire. Maintenant, il faut une efficacité politique. Le président Kabila a ouvert des assises nationales qui ont donné des ouvertures politiques. On espère maintenant qu'elles vont se réaliser. Les élections au Rwanda en 2015 vont être là aussi une véritable échéance politique pour le renouvellement ou pas de la classe politique rwandaise, et peut-être aussi une ouverture politique vers les FDLR, sans amnistie. C'est la position de la FIDH, c'est clair, net et précis, mais une ouverture politique pour l'opposition. En RDC, désolé, Monsieur Mendé, on s'est souvent opposé sur cette question-là, mais c'est exactement la même chose. Il faut pouvoir que les partis d'opposition puissent avoir le pouvoir. Ça s'appelle l'alternance, et c'est absolument nécessaire dans une démocratie naissante. Lambert Mendé, un mot avant de rejoindre Karim Yayaoui sur ce déficit justement démocratique que dénonce la Fédération internationale des droits de l'homme, déficit démocratique qui entache aussi le processus de paix régionale. Je n'ai pas l'impression que cette analyse ait quelque chose à voir avec le M23. J'ai l'impression plutôt qu'un nombre important de représentants des communautés rwandophones du Congo se trouvaient plutôt dans la délégation que dirigeait mon collègue le ministre Tibanda. Et que ceux qui parlaient pour le M23, les Rwandais les ont choisis parmi les groupes de population, par exemple Bashi. Monsieur Bissimwa n'est pas rwandophone. Par contre, ceux qui interagissaient avec Bissimwa à Kampala, c'était bien des rwandophones, mais congolais, qui se veulent des patriotes congolais. Je n'ai pas l'impression non plus que le M23 ait des problèmes avec les élections. Aucun d'entre eux n'a été candidat à une élection. Et l'opposition condamne le M23. L'opposition a salué la victoire des forces armées. Donc il y a peut-être des problèmes, que nous avons connu un contentieux électoral assez vif. Nous avons vu même des collègues africains qui ont glosé sur nous, Guinée notamment, sur le perron de l'Élysée. Aujourd'hui, ils ne sont pas mieux notés que nous. Ils ont les mêmes problèmes. Donc, c'est des démocraties qui sont jeunes, qui doivent venir, mais on ne peut pas tout justifier parce qu'il y a eu un contentieux électoral. Ça, c'est vraiment donner cadeau à des criminels d'une cause qu'ils n'ont jamais eu l'intention de poursuivre. Je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est une élection. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à Ray Torres qui était avec nous en direct de Goma, chef du bureau politique de la MONUSCO. Vous restez avec nous et je vais tout de suite rejoindre Karim Yayaoui. Bonsoir Karim, pour un œil sur les médias. Et on revient, et bien, vous pouvez réagir donc sur les réseaux sociaux, sur ce M23 qui a été chassé de l'Est de la RDC.
et ça a surpris beaucoup d'internautes. Alors ça a surpris beaucoup d'internautes et beaucoup de commentateurs. On commence avec cet article paru sur le site de l'Avenir, un journal de RDC qui parle de blitzkrieg à la congolaise. Alors évidemment, certains médias tentent de comprendre pourquoi ça a été aussi rapide, cette déroute du M23. Le site du Potentiel, autre journal de RDC, évoque la main invisible de Londres et Washington en expliquant que la diplomatie britannique et américaine, eh bien, ils ont mis la pression sur Paul Kagame pour qu'il n'intervienne pas en soutien au M23. C'est un petit peu ce que illustre ce dessin avec la botte américaine, la main de fer des Britanniques qui retiennent Paul Kagame alors que ce lutteur de RDC met par terre le M23. En tout cas, c'est un élément d'explication. Il y en a d'autres, notamment sur le site de l'Express, avec l'analyse de Mehdi Belaïd, qui est un spécialiste de la région. Alors, il évoque aussi cette pression diplomatique américaine et britannique, mais il évoque aussi le fait que l'armée, la FARDC, se soit considérablement améliorée, modernisée, notamment grâce à l'aide de l'Union européenne. C'est un élément d'explication. Il y a aussi le fait que la MONUSCO soit intervenue de façon plus importante. Ça aussi, ça joue un rôle. Et puis, il y a aussi la population qui en avait assez de la présence du M23, tout en soulignant que c'est un phénomène assez récurrent. Quand un groupe armé en chasse un autre, eh bien, la population a le sentiment que les choses vont changer pour le mieux. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un phénomène récurrent. L'armée congolaise qui a beaucoup communiqué, Lambert Mende, vous pouvez nous le confirmer, sur les réseaux sociaux. Alors je vais vous montrer justement le compte Twitter de la FARDC. Donc de l'armée congolaise. De l'armée congolaise qui tweetait des images comme celle-ci, proches de la population, une population plutôt accueillante avec les forces armées, une façon de dire qu'elle est évidemment acquise à la cause de l'armée. On trouvait aussi sur le compte Twitter de la FARDC des images de joie. Ici, c'est à la frontière avec l'Ouganda, une vidéo YouTube postée sur le compte Twitter de l'armée régulière il y a quelques jours seulement. Et puis, dans les rues de Kinshasa, des affiches avec les forces armées, Yamakasi, esprit fort, homme fort, une façon de communiquer assez importante. Et on avait même droit aux t-shirts qu'on pouvait trouver, dont on pouvait trouver trace sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Lambert Mende, quand même, on le rappelle quand même, l'armée congolaise qui a aussi été accusée d'exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces soldats seront également jugés? Oui, nous avons un dossier extrêmement lourd et préoccupant avec les événements qui se sont déroulés dans l'immédiate après occupation de Goma par le M23. Il y a eu des problèmes à Minova, des viols. Une centaine de noms nous ont été présentés. La magistrature militaire a immédiatement été déployée. Des preuves suffisantes ont été réunies pour 12 à 15 personnes, des officiers, des sous-officiers, qui sont passés en jugement, qui ont été condamnés. Il y en a même qui ont reçu la peine capitale, même si nous observons un moratoire, nous n'exécutons pas. Pour les autres, je sais que la plupart de nos partenaires du monde humanitaire souhaiteraient qu'on aille vite. Hélas, la vitesse de la justice, le temps judiciaire n'est pas le temps des humanitaires ou le temps des médias. On exige des preuves. Et lorsque vous citez des noms sans alimenter le procureur avec suffisamment de preuves, quand il les présente au juge, le juge ne prend aucune conclusion dans le sens de punir. Et donc c'est la petite divergence que nous avons avec les amis qui dénoncent sans nous amener suffisamment d'éléments. Mais nous y travaillons pour que les autres suivent les 15 premiers qui ont fait l'objet de sanctions. Très rapidement, Karim, quel avenir pour les leaders du M23 ? En croire Lambert Mende qui vient de s'exprimer, eh bien c'est la fin du M23, la phalange criminelle et prédatrice, des mots très forts qu'il a utilisés ici, c'est sur le site Digital Congo. Alors l'avenir pourrait peut-être être politique, en tout cas c'est ce que souligne La Prospérité qui parle de la mort confirmée du M23, mais qui publie aussi ce dessin de presse où du côté du M23 on enlève le treillis pour avoir peut-être l'espoir de continuer à vivre politiquement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci encore à Red Torres qui était en direct de Goma. Merci à vous, Karim. On vous retrouve un peu plus tard sur l'antenne de France 24. Surtout, on se retrouve demain 19h10. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal.